Alors joue quelque chose, si tu penses vraiment avoir ta place ici. » Les mots sortirent comme une blague. Un défi cruel lancé à une femme qu'il prenait pour une simple femme de ménage. Mais ce qui s'est passé ensuite a plongé tout l'auditorium dans un silence stupéfait. Monica Harris, une femme noire PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars dédiée à l'éducation artistique, avait passé une décennie à marcher silencieusement devant les pianos d'un prestigieux conservatoire de musique. Avant de commencer cette histoire, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos récits inspirants. Et surtout, dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. On adore vous lire. Elle ne les avait jamais touchés, jamais parlé de ce don qu'elle avait enterré depuis longtemps. Personne ne connaissait son histoire. Personne ne lui avait posé de questions. Et surtout, personne ne croyait qu'une femme comme elle pouvait avoir sa place sur cette scène. Jusqu'à ce qu'un moment humiliant la pousse à poser ses mains sur les vieilles touches désaccordées. Et dès la toute première note tremblante, le monde a commencé à changer. C'est l'histoire vraie, puissante et bouleversante, d'une femme discrète et ignorée qui est entrée dans la lumière. Pas grâce à la célébrité ou au diplôme, mais grâce à son âme, sa vérité, et un son qui allait réveiller un piano oublié, et toute une génération. Restez jusqu'à la fin, car lorsqu'elle jouera sa dernière note, vous ne verrez plus jamais un PDG ou une scène de la même manière. Par un matin calme au Stratford Conservatory, l'un des conservatoires de musique les plus prestigieux du pays, les premières lueurs du jour caressaient les grandes fenêtres de verre alors que la porte de l'auditorium s'ouvrait doucement. Ce n'était ni un professeur de musique, ni un élève talentueux se préparant pour le concours Whitmore. C'était une femme noire d'environ 40 ans, portant un manteau gris clair, un pantalon noir simple et des chaussures usées à petits talons. Personne ne la remarqua. Et ceux qui la virent détournèrent simplement les yeux, comme si elle n'avait rien à faire là. Peut-être une employée arrivée trop tôt, ou quelqu'un qui s'était perdu. Quelques élèves froncèrent les sourcils. L'un murmura « Eh, t'es pas censé faire le ménage maintenant ?» Mais Monica Harris ne répondit pas. Elle regardait droit vers la scène, où se trouvait le Steinway Model DG grand piano, le plus grand et le plus cher instrument de tout le conservatoire. Sous la lumière tamisée, son vernis noir brillait faiblement, comme la surface immobile d'un lac. Et à cet instant, Monica sembla cesser de respirer. 30 ans. 30 ans depuis la dernière fois qu'elle s'était assise devant un piano. Le jour où l'hôpital lui avait annoncé que sa mère ne survivrait pas. Que l'assurance ne couvrirait pas les frais. Que les factures s'accumuleraient. Elle avait 18 ans. Élève prometteuse dans le monde du piano, elle avait été invitée à auditionner à Berkeley. Mais elle avait dû refuser, pas de bourse. Elle avait abandonné la musique pour survivre. Elle travailla dans une librairie, servit du café, nettoya des tables. Plus tard, elle bâtit sa carrière avec intelligence, persévérance et la douleur d'avoir été refusée. Monica Harris devint PDG de Ardium Holdings, une entreprise spécialisée dans l'éducation artistique et la technologie, investissant dans les communautés oubliées. On disait qu'elle redéfinissait l'éducation artistique, mais personne ne connaissait la vraie raison pour laquelle elle avait lancé tout ça. Parce qu'un jour, on lui avait refusé le droit de jouer sa propre musique. Aujourd'hui, elle n'était pas venue à Stratford pour signer des contrats, ni pour faire un discours ou donner un don. Elle n'avait pas besoin de la scène. Elle avait seulement besoin de toucher à nouveau un piano, celui qu'elle avait toujours observé de loin. L'auditorium était vide. Les rangées de chaises encore couvertes de tissu rouge. Les projecteurs restaient éteints. Monica s'approcha. Chaque pas résonnait doucement sur le plancher de bois, créant un rythme étrange, semblable au battement d'un cœur. Ses mains tremblaient légèrement en touchant le bord du piano. Elle fit glisser ses doigts sur la surface lisse, comme si elle caressait un souvenir. À cet instant, elle n'était plus la PDG à la tête de milliers d'employés. Elle n'était plus celle qui avait fait une conférence TED, rencontré le président ou affronté des investisseurs. Elle était juste Monica, la jeune fille qui passait des nuits blanches à apprendre le piano avec sa mère dans un appartement humide du sud d'Atlanta. Une note résonna dans son esprit. Pas un son, mais un souvenir. La mélodie de son récital de 6e, celle qui avait fait pleurer sa mère. Tu ne joues pas de la musique, ma fille. Tu parles avec la langue de ton cœur. Les yeux de Monica se remplirent de larmes. Elle n'avait pas pleuré en plein jour depuis 20 ans. Mais ce matin-là, dans un endroit où elle n'était pas censée être, elle commença à se rappeler qui elle avait été. Dans un coin de la salle,
Un jeune agent de sécurité observait en silence. Il la reconnut, mais ne dit rien. Peut-être parce qu'il voyait que cette femme n'était pas perdue. Elle était de retour chez elle. Le bruit de pas résonna derrière elle. Monica revint au présent. Elle se tenait toujours devant le piano, la main posée doucement sur le bois laqué, le regard perdu dans le passé. Mais la voix qui résonna derrière elle apporta un frisson. Pas à cause du froid, mais à cause du jugement familier, teinté de privilèges. « Et, tu veux jouer ? Ce piano n'est pas fait pour être dépoussiéré. » Une voix masculine, jeune, arrogante. Monica se retourna légèrement. Un jeune homme grand, athlétique, portant un uniforme d'académie sur mesure, des cheveux blonds platine parfaitement coiffés, et des chaussures en cuir si brillantes qu'elles reflétaient la lumière de la scène. Blake Reynolds. Elle lut le nom sur le badge épinglé à sa veste. Le nom n'était pas inconnu. Reynolds. Comme Marshall Reynolds, l'un des principaux donateurs du conservatoire. La firme financière de son père avait récemment donné 3 millions de dollars à un fonds de bourse, réservé uniquement aux élèves jugés d'un potentiel exceptionnel. Dans l'esprit de Blake, le Steinway était un bien familial. Donc, pas destiné aux inconnus. Il ne lui demanda pas qui elle était. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà décidé. « Tu veux essayer quelques notes ? Je crois que le service technique a un clavier dans la salle de son, pour éviter de rayer le piano. » Monica ne répondit pas. Elle sourit. Non pas de joie, mais de familiarité. Elle connaissait ce regard. Ce ton. Des années dans les salles de réunion lui avaient montré le même genre de personnes, sous différents visages, toujours convaincus de pouvoir définir les autres. Elle hocha doucement la tête, fit un pas en arrière, comme pour partir. Mais une autre voix s'éleva, plus calme, mais claire. « Vous êtes Monica Harris, la PDG de Artium Holdings ?» Jordan Lee, agent de sécurité de l'académie, venait d'entrer dans le couloir, tenant un planning de service. Ses yeux s'agrandirent, puis montrèrent de la confusion. Monica fit un petit geste, un doigt sur ses lèvres. « Je suis ici comme amatrice de musique. »« Ne dis rien, » murmura-t-elle assez bas pour que Blake n'entende pas, mais assez fort pour que Jordan comprenne. Blake se tourna vers Jordan, haussant un sourcil. « Tu la connais ? C'est une invitée de l'école ?» Jordan hésita, puis secoua la tête. « Pas un mensonge, juste du respect. »« Non, je pensais juste l'avoir vue quelque part. » Blake ricana, comme si cette réponse confirmait ses préjugés. Il s'approcha du piano, passa la main sur sa surface, prétendant vérifier s'il était abîmé, puis sourit avec mépris. Des empreintes. Le technicien devrait savoir qui a le droit de toucher le piano. Le regard de Monica devint glacial. Mais sa réponse fut légère comme une brise. Un piano est fait pour jouer, pas juste pour admirer. Blake se figea un instant. Pas à cause des mots, mais à cause de la façon dont elle le regardait. Ni soumise, ni en colère. Comme si elle avait déjà vu des centaines de versions de lui, et que cela ne l'intimidait plus. « Vous êtes prof ici ?» demanda-t-il, en remarquant qu'elle n'avait pas de badge. Monica secoua la tête, puis baissa lentement le couvercle du piano, comme si elle lui disait au revoir d'une caresse. « J'ai été étudiante. Puis la vie m'a demandé de faire une pause. » Blake éclata d'un petit rire moqueur. « Ah, une de ces histoires de « j'ai presque réussi ». On en entend tout le temps à mon école. » Il tenait un clipoar. Il allait dire quelque chose, mais Monica leva la main pour l'arrêter. Elle n'avait besoin de personne pour la protéger. « Pas maintenant. Monsieur Reynolds, » dit-elle en prononçant son nom avec intention. « Peut-être qu'un jour, quand vous serez réellement capable de jouer un morceau qui pousse les autres au silence, vous comprendrez. Personne ne possède vraiment un piano. Il n'appartient qu'à celui ou celle capable de l'éveiller. » Blake ouvrit la bouche pour répliquer, mais il n'en eut pas le temps. Un membre du personnel logistique l'appela pour préparer la salle de répétition. Monica se tourna une dernière fois vers le piano, puis quitta la scène. Mais personne ne sut qu'en cet instant où elle fut renvoyée, une étincelle s'était rallumée au fond d'elle. Un feu autrefois éteint par la maladie, la pauvreté et les préjugés. Il brûlait à nouveau, non pour se venger, mais pour jouer le morceau inachevé de sa vie. La porte de la scène se referma derrière Monica,
Mais l'écho de cette petite collision avec Blake Reynolds résonnait encore dans sa poitrine, non à cause du sarcasme, mais parce qu'elle avait répondu. Elle avait ouvert la bouche, tenu tête, et exprimé ce qu'elle croyait, chose qu'elle avait appris à cacher depuis 30 ans, dans des salles de réunion, des appels de levée de fonds, et des dîners avec l'élite, où chaque mot était soigneusement pesé. Une seule touche de piano. Alors que sa main reposait sur la touche du do central, un son pur, solitaire, résonna dans l'immense salle. Le passé revint, comme un vent sans odeur mais lourd de gravité. Elle redevenait Monica, la fillette de 10 ans vivant dans le Sud-Side d'Atlanta, où des appartements bon marché s'entassaient sous des câbles électriques enchevêtrés et des lampadaires vacillants. Le week-end, sa mère, Lorraine Harris, prenait un deuxième emploi dans un bar de jazz appelé le Blue Lantern. N'ayant pas les moyens de payer une baby-sitter, elle emmenait Monica avec elle. Monica s'asseyait tranquillement au fond de la salle, près des haut-parleurs, avec un verre de Coca-Cola et un cahier d'exercice. Mais ce qui la fascinait plus que n'importe quel jouet, c'était le vieil homme au chapeau de feutre doux, assis à côté du vieux piano droit bancal sur la scène. Sa peau était plus sombre que la nuit, ses mains ridées, ses ongles parfois tachés de résine de cigarette. Mais quand il jouait, le monde s'arrêtait. Son nom était Elias Smooth McCoy, l'homme que tout le quartier appelait celui qui parle à travers le piano. Les soirs où le bar comptait peu de clients, il laissait Monica s'asseoir sur le siège en coussin, sa main reposant doucement sur la sienne, la guidant note après note. « Tu l'entends, gamine ? Ce n'est pas le son, c'est l'émotion. Certains mettent 10 ans à apprendre à jouer juste. D'autres, comme toi, n'ont qu'à écouter pour savoir raconter l'histoire. » Il n'enseignait pas avec des livres. Il enseignait avec son regard, avec le rythme de son genou, et en lui laissant faire des erreurs pour qu'elle les corrige elle-même. Chaque nuit, en rentrant chez elle, Monica ne pouvait pas dormir. Elle restait allongée, serrant son oreiller, rejouant en boucle le petit morceau de blues qu'il lui avait appris. À l'époque, la musique était le plus grand et le plus beau secret qu'elle ait jamais gardé. Mais ensuite, sa mère est tombée malade. Un cancer du foie en phase terminale, pas d'assurance, pas d'argent pour les soins. Monica venait d'être acceptée avec une bourse partielle à la Minor Hill Music Academy. Pas assez pour tout payer. Mais c'était son rêve d'entrer dans le monde professionnel. Elle n'y est pas allée. Elle a choisi de travailler dans une laverie, puis de livrer des repas la nuit. Elle a vendu une vieille guitare électrique sur Craigslist, échangée contre une machine à compter l'argent et des livres de préparation au GMAT. Elle est devenue une femme du monde réel, gagnant de l'argent, payant des factures, se fixant des objectifs, et enterrant la seule chose qui lui permettait de respirer. Après la mort de sa mère, elle n'est jamais retournée au Blue Lantern. Le bar a fermé quelques mois plus tard, faute de moyens. Elias McCoy, le seul professeur qu'elle ait jamais eu, a disparu comme la dernière volute de fumée dans la nuit. Les années ont passé. Monica a monté une entreprise, échoué, recommencé, affronté la discrimination pour être une femme, ignorée parce qu'elle était noire, méprisée pour ne pas avoir un diplôme d'Ivy League. Elle s'est battue dans un langage qu'il comprenait, bilan, stratégie de croissance, contrat d'investissement. Elle parlait leur langue, mais elle n'était jamais elle-même. Elle n'avait jamais mentionné Elias, jamais reparlé du vieux bar, jamais joué une note. Même lors des événements caritatifs sponsorisés par Ardium Holdings pour les écoles artistiques, où elle était souvent invitée à jouer juste pour le plaisir, elle refusait toujours, en souriant. « Je suis investisseuse, pas artiste. » Mais tard le soir, quand tous les emails étaient traités, Monica s'asseyait seule dans son appartement du 18e étage à Cambridge, Boston. Sa main reposait sur la table, tapotant un rythme sans y penser. Des notes anciennes ressurgissaient, des fragments de musique sans nom, sans partition, n'existant qu'en elle, comme des enfants jamais nés. Ce matin-là, quand elle a touché le piano à Stratford, tous ses souvenirs enfouis sont remontés d'eux-mêmes. Pas besoin de les appeler. Elle avait cru que la musique était morte en elle, mais elle avait seulement été enfermée. Et aujourd'hui, le regard d'un élève nommé Reynolds ne l'a pas blessée. Il n'a fait qu'ouvrir le couvercle qu'elle avait gardé fermé pendant 3 décennies. Elle n'était plus la fillette de 10 ans au bar, ni la PDG au discours inspirant. Elle était quelqu'un qui n'avait jamais entendu sa propre musique, et qui refusait de laisser le reste de sa vie se dérouler dans le silence. Monica était assise à la dernière rangée de l'auditorium après avoir quitté la scène, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur le piano désormais dissimulé par les rideaux tirés. Elle ne partait pas, non pas parce qu'elle n'avait pas encore fini, mais parce qu'elle n'en avait pas envie. Pour la première fois depuis bien des années,
elle ne ressentait pas le besoin d'aller quelque part. Des pas résonnèrent de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas le claquement assuré des chaussures en cuir de Blake Reynolds, mais des pas réguliers, sûrs, familiers comme le battement de cœur d'un siècle. Jordan Lee, le jeune agent de sécurité, apparut discrètement, comme un morceau de musique qui entre dans le cœur. Pas besoin d'introduction. Il s'assit à côté d'elle, sans la regarder directement, mais suivant son regard en direction du piano. « Tu sais ce qu'il y a demain ?» Elle sourit doucement, la voix encore chargée par l'émotion de la matinée. « Samedi. » Jordan rit doucement et secoua la tête. Les qualifications du Whitmore Invitational. 9 heures dans cet auditorium. Monica se tourna pour le regarder pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Seulement quelque chose de difficile à nommer. Comme de l'espoir, mais teinté de la lassitude de quelqu'un qui a trop longtemps vécu sans rêve. « Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?» Jordan sortit une feuille de papier pliée de sa veste. Il la déplia, lissa les plis, puis la plaça dans la main de Monica, une candidature pour la carte Joker, une place réservée aux artistes amateurs à soumettre directement avant 18 heures aujourd'hui. « Je pense que tu devrais la soumettre. » Monica regarda le papier, puis Jordan, les yeux presque immobiles. « Je suis une PDG de presque 50 ans. Je n'ai jamais étudié la musique de manière formelle. Je n'ai pas de mentor. Pas de partition. Que pourrais-je jouer? Un fragment de souvenir, vieux de 10 ans. » Jordan ne répondit pas tout de suite. Il se pencha, posant son coude sur son genou, les yeux toujours fixés sur la scène. « Tu joues comme si chaque note était une cicatrice qu'on gratte à nouveau. » Ces mots firent pause Monica. « J'ai entendu beaucoup de gens jouer ici. Une technique maîtrisée, des mains qui bougent sans effort, une vitesse mécanique. Mais toi, tu ne joues pas pour impressionner. Tu joues comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas de la technique, mademoiselle Harris. C'est la vérité. Et peut-être que c'est ce que ce monde a oublié. » Monica resta silencieuse. Sa main se referma sur le formulaire de candidature. Elle regarda les rangées de sièges de l'auditorium, autrefois symbole d'un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Elle pensa à Elias McCoy, à sa mère, à ce morceau sans nom qu'elle jouait encore dans sa tête, chaque nuit. « Je n'ai pas de partition. Tu peux l'écrire toi-même. Je n'ai pas de chaussures de scène. Personne n'écoute avec les yeux. Je n'ai pas le temps de recommencer. » Jordan se tourna vers elle, croisant enfin son regard. « Peut-être que tu ne recommences pas. Peut-être que tu reviens juste. » Derrière eux, Blake Reynolds sortit de la salle de répétition voisine. Il ralentit en voyant Monica toujours là. Il leva un sourcil, puis esquissa un sourire moqueur. « Je pensais que tu serais parti. On dirait que cette scène attire les gens sans rôle à jouer. » Monica ne se retourna pas, mais Jordan se leva avec politesse, tout en se plaçant fermement entre eux. « Whitmore a une place Joker. Tout le monde peut tenter sa chance. » Blake haussa les épaules et rit. « Bien sûr, tente, mais elle sait que ce concours n'a pas de place pour les contes de fées, non ?» Monica se leva, toujours le formulaire à la main. Elle passa devant Blake sans le regarder, se contentant de laisser tomber une phrase qui résonnerait longtemps dans son esprit. « Les contes de fées ne sont pas réels. Mais la vérité, parfois, fait s'effondrer des châteaux entiers. » Sur le chemin du retour, Monica tenait encore la candidature dans sa main, sans la mettre dans son sac. Le vent d'automne de Boston soufflait doucement sur son col, mais elle ne sentait pas le froid. Elle pensait à quelque chose de plus grand que la musique, un témoignage, une revendication, quelque chose qui n'avait pas besoin de scène, seulement du courage de parler. Elle ne savait pas si elle avait ce courage, mais pour la première fois depuis des années, la peur n'était plus la seule voix en elle. Dans le métro en direction du sud de Boston, Monica était assise près de la fenêtre, tenant toujours le formulaire. Elle ne le relut pas, mais la sensation de ce mince papier semblait de plus en plus lourde à chaque minute. Le vent sifflait à travers la fenêtre, créant un cliquetis rythmique. Le paysage extérieur défilait comme des chapitres déjà tournés, mais jamais vraiment terminés. L'ancien immeuble de briques rouges, où elle vivait depuis les débuts d'Ardium Holdings, apparut au bout de la rue. Pas d'enseigne, pas d'ascenseur, juste des escaliers en bois grinçant et de la peinture écaillée autour des rampes. Monica gravit chaque marche avec la sensation d'entrer dans une pièce de stockage du passé, où chaque version d'elle-même attendait derrière la porte 3B.
L'appartement s'ouvrit avec un clic doux. À l'intérieur, tout était resté identique. Sol en bois rayé, un fauteuil gris, une bibliothèque remplie de livres de leadership et de rapports d'analyse de marché, et un petit coin où une boîte en bois reposait sous une vieille peinture. La boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis 10 ans. Monica s'en approcha et s'assit sur le tapis. Elle toucha le bois comme on touche un souvenir encore vivant. À l'intérieur se trouvait le clavier électrique Casio. Sa peinture noire était écaillée, les fils enroulés de manière désordonnée, et une pile de partitions fanées sur lesquelles elle avait autrefois griffonné des mélodies sans nom. Elle alluma le clavier. La première note sonnait aiguë, désaccordée, rugueuse. Monica ferma les yeux. Sa main gauche chercha l'accord qu'elle jouait pendant les nuits pluvieuses à Southside. Sa main droite appuya sur chaque note, tentant de reconstituer un souvenir déchiré. Une mélodie émergea lentement, incomplète, brute, mais vivante. C'était celle qu'elle avait jouée pour sa mère quand l'hôpital leur avait annoncé qu'il n'y avait plus d'option de traitement. Ce soir-là, elle n'avait rien dit. Monica s'était simplement assise au chevet de sa mère et avait joué. Chaque note était un adieu qu'elle ne pouvait formuler. Cette mélodie était encore là. Pas besoin de partition. Elle était en elle, dans ses muscles, ses os, dans les recoins de sa mémoire que ni les fusions ni les acquisitions n'avaient atteint. Elle ouvrit le dépliant du concours. Le papier était froissé sur les bords, mais l'impression fanée restait lisible. Parfois, la grandeur se cache à la vue de tous. Elle sourit faiblement. Cette phrase sonnait comme un beau mensonge imprimé pour masquer la vérité. Le monde ne cherche pas la grandeur cachée. Il honore seulement ce qui est visible au bon moment, au bon endroit, avec la bonne couleur de peau et la bonne apparence. Elle s'apprêtait à froisser le flyer et le jeter à la poubelle près de la cuisine. Mais elle s'arrêta. Quelque chose en elle, une vieille fissure mais pas totalement brisée, pulsa. Elle plia soigneusement le flyer, comme une lettre jamais envoyée, puis le plaça dans le deuxième tiroir, là où elle gardait encore des certificats qu'elle avait un jour jugés inutiles. Son diplôme de collège communautaire, les documents de création de sa première entreprise, et la lettre de refus de bourse de 1996. Cette nuit-là, Monica resta allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, la lumière des réverbères filtrant à travers les rideaux. Elle pensa à Blake Reynolds, ce jeune homme dont le sourire représentait tout le système qu'elle avait dû affronter pour entrer dans le monde des affaires, mais qui ne l'avait jamais défié par la musique. Elle pensa à la doyenne Céleste Hanové, juge du concours, qui verrait probablement sa formation non formelle comme une plaisanterie parmi des centaines de candidats diplômés de Vienne à Juillard. Et elle pensa à elle-même, Monica Harris d'aujourd'hui, capable de défendre un projet de 80 millions devant une commission nationale sans ciller, mais qui n'avait jamais osé se tenir devant un piano pour raconter sa propre histoire. À l'aube, Monica n'avait toujours pas dormi. Sur la table de chevet, le formulaire de candidature restait ouvert. Non rempli, non signé. Mais une chose était certaine, elle ne l'avait pas rangé. Et pour quelqu'un comme Monica, habituée à prendre des décisions froidement et de façon décisive, laisser une porte entr'ouverte était le signe annonciateur d'une tempête. Le lendemain matin, Monica franchit les grilles en fer du conservatoire de Stratford à exactement 8h12, soit 48 minutes avant la date limite pour soumettre sa candidature en tant que wildcard. L'air était vif, et la brume du matin s'accrochait encore aux marches de marbre menant au hall principal. Elle portait un manteau gris mi-long, les manches retroussées laissant apparaître les poignets usés d'un vieux pull, et tenait un sac en cuir brun usé, à la lanière effilochée. Pas de tenue de scène, pas d'instrument, pas de carte de visite. La candidature était manuscrite, avec une écriture légèrement inclinée, directe et soignée, à l'image de celle qu'il avait rédigée. Dans la section des qualifications musicales, Monica laissa le champ vide. Dans celle du morceau à interpréter, elle écrivit 4 mots simples, dépouillés, aussi francs qu'un défi. Composition originale sans titre. Dès qu'elle entra dans la salle d'attente où les autres candidats étaient assis, l'atmosphère changea. Ce n'était pas bruyant, mais le changement était évident. Les regards, les sourcils levés, les conversations interrompues à mi-mot. Une étudiante en robe de velours bleu nuit se pencha vers son amie, chuchotant juste assez fort pour être entendue. Ça doit être la mère de quelqu'un, venue déposer un objet oublié. Monica s'approcha du bureau d'inscription, où Meredith Clark, la coordinatrice du programme Whitmore, consultait la liste imprimée. Une femme dans la quarantaine, chignon noireau, lunettes cerclées d'argent, et un badge accroché de travers à son gilet. Meredith leva les yeux, son regard poli mais prudent. « Bonjour,
Comment puis-je vous aider? Je viens déposer la candidature Wildcard, répondit Monica, posant la feuille sur le bureau en bois verni. Meredith marqua une pause. Ses yeux détaillèrent Monica de la tête aux pieds, puis s'attardèrent sur la mention « CEO » dans son autoprésentation. « Vous êtes artiste indépendante ?» Monica sourit, sans chercher à moduler sa voix. « Je suis PDG. Et je jouais de la musique, à l'époque où je savais encore rêver. » Un léger rire monta des sièges derrière elle. Puis une voix masculine s'éleva, sans masque. « Elle doit sûrement jouer du Beethoven sur un tableur Excel, non ?» Quelques rires fusèrent. Une autre voix suivit, basse mais acérée. « Attention, peut-être qu'elle est là pour auditer le budget du concours. » Monica ne se retourna pas. Pas un muscle de son visage ne bougea. Seule sa main droite, posée sur le bureau, se crispa légèrement, ses ongles pressant doucement sa paume. Meredith hocha la tête, sa voix devenant froide, professionnelle. « Merci pour votre participation. Vous serez appelé en dernière ce matin. » Monica s'assit sur la rangée de chaises le long du mur, séparée du groupe de jeunes étudiants qui échangeaient de grandes partitions, tapaient des rythmes sur le dossier de leur siège et la regardaient par moments, comme pour deviner jusqu'où cette étrange personne pousserait la blague. Parmi eux se trouvait Preston Caldwell, l'auteur du commentaire sur Excel. Il portait un smoking noir avec un mouchoir de soie rouge dans la poche, assis avec une jambe croisée, tenant un étui BAM Paris pour violon. Il se tourna vers Monica, en ricanant. « Je suppose que vous allez jouer du vieux jazz, non? Très nostalgique. » Monica le regarda droit dans les yeux. « Je vais jouer ce que j'entends encore. Je ne sais pas si c'est dans vos manuels de théorie musicale, mais c'est réel. » Preston ricana, détournant les yeux, mais son regard n'était plus aussi confiant. Car dans ses paroles, quelque chose avait rendu les techniques brillantes et l'enseignement prestigieux impuissants. Un peu plus tard, Jordan Lee apparut au bout du couloir. Il n'était pas en uniforme de sécurité ce jour-là, mais portait un pull à col roulé gris et un manteau en tissu grossier. Quand leurs regards se croisèrent, Monica se contenta de hocher la tête. Jordan s'approcha, s'assit à côté d'elle, en silence. « Tu as quand même déposé ta candidature, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. » Jordan jeta un œil aux autres candidats, ceux avec des passés de concert à Vienne, des stages à Salzbourg, des masterclass de professeurs de la Juilliard. Puis il se tourna de nouveau vers Monica. « Il pense que tu es une intruse. »« Je ne suis pas une intruse. Je reviens. » Jordan ne rit pas, mais ses yeux s'illuminèrent. Comme s'il venait de voir les lumières s'allumer sur une scène où tout le monde pensait encore qu'il n'y aurait jamais de rôle pour elle. La cloche sonna. Meredith se leva, annonçant « Premier candidat, préparez-vous. Nous passerons dans l'ordre. » La dernière ce matin est Monica Harris. Toute la salle se tourna vers elle. Preston fit semblant d'applaudir lentement 3 fois, d'un ton indifférent. « Eh bien, ce sera une fin de matinée intéressante. » Monica ne bougea pas. Son cœur accéléra, mais ses yeux ne regardaient plus personne. Il traversait les murs, fixé sur le piano de l'autre côté de cette porte. Le piano qu'elle n'avait été autorisée qu'à dépoussiérer, jamais à toucher. La porte en bois noir grinça en s'ouvrant. La coordinatrice sortit de la salle d'attente des performances, appelant d'une voix plate, légèrement réticente, le dernier nom de la matinée. Monica Harris. Monica se leva. Le bruit de la chaise raclant le sol résonna dans le silence inhabituel. Quelques candidats échangèrent des regards. Preston laissa échapper un petit sifflement. Et Jordan, toujours assis au bout du couloir, hocha simplement la tête, sans un mot, comme pour dire « C'est ton moment ». Elle franchit la porte, légère mais décidée. À l'intérieur se trouvait un auditorium plus petit que le principal, avec une scène en bois clair et 3 projecteurs projetant des faisceaux dorés sur un piano Steinway modèle D. Sur le podium des juges, 3 membres siégeaient derrière une longue table recouverte de velours vert. Au centre, Dean Céleste Hanové, cheveux argentés remontés, blazer crème sans un pli, et fines lunettes brillantes au moindre de ses gestes. Au centre du jury siégeait la doyenne Céleste Hanové, cheveux argentés impeccablement attachés, un blazer crème sans le moindre pli, et des lunettes aux fines montures qui scintillaient à chaque mouvement. À sa droite, un ancien pianiste de renommée internationale, Maximilien de Santos, et à sa gauche, la jeune mais redoutée critique musicale Elisa Grant, connue pour ses critiques acérées et son exigence sans faille.
Monica s'inclina doucement en silence, puis marcha jusqu'au piano. Elle posa son sac usé au sol, retroussa légèrement ses manches, et prit place. Ses doigts restèrent en suspens, quelques secondes au-dessus des touches. Pas un bruit dans la salle. Aucun murmure. Même les juges semblaient retenir leur souffle. Puis, elle joua. Ce n'était pas un morceau technique. Ce n'était pas non plus une démonstration de virtuosité, encore moins un morceau familier. C'était brut, poignant, et infiniment personnel. Chaque note semblait venir d'un souvenir, d'un regret ou d'un espoir longtemps enfoui. Il y avait des hésitations, oui, mais elle faisait partie du morceau, elle racontait quelque chose d'humain. Ce n'était pas parfait. C'était vrai. À la fin, Monica laissa résonner la dernière note un peu plus longtemps. Elle ne se leva pas tout de suite. Elle garda les yeux fermés, comme pour capturer encore une seconde ce moment suspendu. Quand elle se redressa, la salle était toujours silencieuse. Mais cette fois, ce n'était plus du mépris. C'était du respect. Même Preston Caldwell, derrière la porte, ne disait plus un mot. La doyenne Hanové se pencha vers son micro. « Madame Harris, nous n'avons rien à ajouter. Votre musique a parlé pour vous. Pas d'applaudissements. Pas d'ovations. » Mais Monica n'en avait pas besoin. Elle reprit calmement son sac, salua poliment et sortit de la salle comme elle était entrée, droite, calme, mais avec un feu nouveau dans les yeux. Dans le couloir, Jordan l'attendait toujours. « Alors ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas revenu pour gagner, » répondit-elle. « Je suis revenu pour me rappeler qui j'étais. » Il hocha la tête. Elle lui sourit. Et alors que Monica descendait les marches de marbre, le soleil perçait enfin à travers la brume matinale. Elle marcha, légère. Le formulaire n'avait pas besoin d'être rempli parfaitement. Ce jour-là, c'était elle qui avait redéfini les règles. Ce n'était pas un morceau technique. Ce n'était pas non plus une démonstration de virtuosité, encore moins un morceau familier. C'était brut, poignant, et infiniment personnel. Chaque note semblait venir d'un souvenir, d'un regret ou d'un espoir longtemps enfoui. Il y avait des hésitations, oui, mais elle faisait partie du morceau, elle racontait quelque chose d'humain. Ce n'était pas parfait. C'était vrai. À la fin, Monica laissa résonner la dernière note un peu plus longtemps. Elle ne se leva pas tout de suite. Elle garda les yeux fermés, comme pour capturer encore une seconde ce moment suspendu. Quand elle se redressa, la salle était toujours silencieuse. Mais cette fois, ce n'était plus du mépris. C'était du respect. Même Preston Caldwell, derrière la porte, ne disait plus un mot. La doyenne Hanové se pencha vers son micro. « Madame Harris, nous n'avons rien à ajouter. Votre musique a parlé pour vous. Pas d'applaudissements. Pas d'ovations. » Mais Monica n'en avait pas besoin. Elle reprit calmement son sac, salua poliment et sortit de la salle comme elle était entrée, droite, calme, mais avec un feu nouveau dans les yeux. Dans le couloir, Jordan l'attendait toujours. « Alors ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas revenu pour gagner, » répondit-elle. « Je suis revenu pour me rappeler qui j'étais. » Il hocha la tête. Elle lui sourit. Et alors que Monica descendait les marches de marbre, le soleil perçait enfin à travers la brume matinale. Elle marcha, légère. Le formulaire n'avait pas besoin d'être rempli parfaitement. Ce jour-là, c'était elle qui avait redéfini les règles.